J'étais devant la cuisinière, en train de remuer la sauce pour le poulet rôti, jetant un œil à l'horloge. Il était presque 17 heures, et Hélène et son fils n'étaient toujours pas arrivés. Guillaume et sa femme avaient promis d'être là pour 17 heures, et Florence, comme d'habitude, avait dit qu'elle viendrait quand elle pourrait. C'était aujourd'hui le 14e anniversaire de mon petit-fils aîné, Théo. Je cuisinais depuis 2 jours, même s'il aurait probablement préféré une pizza et un soda. Mais les traditions familiales sont les traditions familiales. La sonnette retentit juste au moment où je sortais la tarte aux pommes et à la cannelle du four. Le dessert préféré de Théo depuis qu'il était enfant. Maman, c'est nous. La voix d'Hélène résonna depuis le couloir. Je m'essuyai précipitamment les mains sur mon tablier et sortis accueillir nos invités. Théo, maintenant plus grand que moi, me serra maladroitement dans ses bras, un bras toujours occupé par son téléphone. Joyeux anniversaire, mon chéri. Je l'embrassai sur la joue, même s'il était visiblement mal à l'aise. 14 ans. Tu es presque un homme. Merci, mamie, marmonna-t-il rapidement, s'éloignant pour aller dans le salon. Je me tournai vers Hélène et me figeai. Ma fille aînée, toujours si soignée et élégante, se tenait devant moi avec une coupe de cheveux étrange. Ses cheveux étaient plus courts d'un côté que de l'autre, et d'une couleur châtain au reflet violet. Ma chérie, qu'est-il arrivé à tes cheveux? Hélène soupira lourdement. Salut, maman. Je suis contente de te voir aussi. Je suis désolée, ma chérie, mais... J'hésitais, cherchant les mots justes. C'est si inhabituel pour toi. Ça s'appelle un carré asymétrique. Maman, j'ai 39 ans, je peux bien faire ce que je veux de mes cheveux, lança-t-elle en passant devant moi pour entrer dans la cuisine. Est-ce que je peux t'aider? Je me mordis la langue, décidant de ne pas poursuivre le sujet. Hélène était devenue particulièrement sensible à la critique depuis son divorce. 3 ans s'étaient écoulés, et elle ne s'était toujours pas remise du départ de Bruno pour sa jeune collègue. J'avais toujours su qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait à ma fille. Tu peux couper la salade, dis-je en retournant à la cuisinière. Comment va le travail? Comme d'habitude, haussa-t-elle les épaules en sortant une planche à découper. Beaucoup de rapports en cette fin de trimestre. Et Théo à l'école? Ses professeurs sont contents de lui? Hélène se figea une seconde. Ça va, maman. Tout va bien. Je connaissais ce ton. Quelque chose n'allait clairement pas, mais elle ne voulait pas en parler. Peut-être que c'était encore les maths. Théo avait eu un professeur terrible l'année dernière, et j'étais même allée à l'école pour parler au proviseur. Tu sais, je pourrais lui donner des cours. De mon temps, les maths étaient enseignées très différemment. De manière plus structurée. Maman. Hélène se tourna vers moi, un couteau à légumes à la main. S'il te plaît, ne commence pas. On a tout sous contrôle. Je pinçai les lèvres. Bien sûr, sous contrôle. Tout comme l'année dernière, quand le garçon avait failli redoubler. Si je n'avais pas été là pour lui donner des leçons supplémentaires. La sonnette interrompit mes pensées. Ça devait être Guillaume et sa famille. Je me dépêchai d'ouvrir la porte. Mon deuxième enfant se tenait sur le seuil avec ses 2 enfants, Lucie, 6 ans, et Hugo, 4 ans. Sa femme, Chloé, souriait gentiment, un plat à la main. « Mamie !» crièrent les enfants en se précipitant pour me serrer dans leurs bras. « Mes trésors !» Je les embrassai sur les joues. « Comme vous avez grandi en 2 semaines. »« Salut, maman !» Guillaume me serra maladroitement dans ses bras, sentant légèrement l'huile de moteur et la cigarette. « Désolé, on est un peu en retard. »« Ce n'est rien. » Je souris, les laissant entrer. Hélène vient juste d'arriver. « On a apporté du vin, » dit Chloé en me tendant une bouteille. « Merci, ma chérie. » Je pris la bouteille, notant mentalement que c'était un vin bon marché de supermarché, même si je leur avais dit maintes fois que ça me donnait mal à la tête. « Entrez, enlevez vos manteaux. » Pendant que tout le monde s'installait dans le salon, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point Guillaume avait l'air négligé. Son jean était taché d'huile et sa chemise avait clairement besoin d'un coup de fer. Je m'approchai de lui alors qu'il aidait les enfants à enlever leurs chaussures. « Guillaume, mon chéri, comment va le travail? Tout va bien avec l'argent ?» demandai-je à voix basse pour que Chloé n'entende pas. Il me lança un regard agacé. « Tout va bien, maman. Juste beaucoup de boulot à l'atelier avant le week-end. Je m'inquiète, c'est tout. Si vous avez besoin d'aide, tu sais que je suis toujours. » On n'a pas besoin d'aide, coupa-t-il.
On se débrouille. Je remarquai qu'Hélène et Guillaume échangèrent un regard. C'était le même regard qu'ils utilisaient depuis l'enfance quand ils pensaient que je me mêlais trop de leurs affaires. Mais est-ce mal pour une mère de s'inquiéter pour ses enfants? Théo, s'exclama Chloé en entrant dans le salon. Joyeux anniversaire, champion. Comment peux-tu déjà avoir 14 ans? Hier encore, tu étais aussi petit que notre Hugo. Théo leva les yeux de son téléphone et sourit maladroitement. Je remarquai qu'Hélène n'essayait même pas de lui faire poser son gadget pendant une fête de famille. De mon temps, personne n'aurait osé s'asseoir à table avec son téléphone. Florence a dit qu'elle serait là dans une demi-heure, dis-je en retournant à la cuisine. Espérons qu'elle ne rencontre pas un autre jeune homme peu recommandable en chemin. Maman. Hélène leva les yeux au ciel. Tu peux au moins ne pas commencer aujourd'hui. Quoi? Je m'inquiète pour elle, c'est tout. Elle a 31 ans et n'a toujours rencontré personne de sérieux. Peut-être qu'elle ne veut personne de sérieux, intervint Guillaume en aidant à mettre la table. Tout le monde n'est pas fait pour la vie de famille. N'importe quoi, balayai-je d'un geste. À son âge, j'avais déjà 3 enfants et je travaillais à plein temps. Les temps ont changé, maman, dit Hélène. Les gens choisissent des chemins différents. Je ne dis rien, mais je n'étais pas d'accord. Florence n'avait tout simplement pas rencontré la bonne personne. Et en tant que mère, il était de mon devoir de l'aider. J'avais en tête le fils de mon ancienne collègue, Étienne, un jeune médecin très prometteur. Je devrais absolument lui en parler aujourd'hui. Quand Florence arriva enfin, tout le monde était déjà à table. Ma plus jeune fille fit irruption dans la maison comme un ouragan, les bras chargés de cadeaux pour Théo et d'excuses pour son retard. Désolée, maman. Le travail, c'était la folie. Elle m'embrassa sur la joue et salua tout le monde. Ce n'est rien, ma chérie, souris-je, remarquant qu'elle avait maigri et avait l'air fatiguée. Tu n'as pas l'air en forme. Tu manges correctement? Florence soupira presque imperceptiblement. Oui, maman. Tout va bien. Juste beaucoup de travail à la clinique. Tu travailles trop. Tu dois te reposer davantage, dis-je en posant une assiette pleine devant elle. Et manger correctement. Regarde comme tu es devenue mince. Tu n'as que la peau sur les os. Maman, j'ai 31 ans. Je peux prendre soin de moi-même, dit Florence en s'asseyant à côté de Théo. Salut, toi. Ça va, l'anniversaire? Je remarquai que mes enfants échangèrent à nouveau des regards. Que avais-je dit de mal? Est-ce mal de s'inquiéter de la santé de sa propre fille? Le dîner commença de manière relativement paisible. Je servis les plats que j'avais passé 2 jours à préparer. Poulet rôti aux herbes, purée de pommes de terre à l'ail, salade de légumes et pain maison. Tout le monde loua la nourriture, mais je remarquai que Théo avait à peine touché à son assiette. Théo, mon chéri, tu n'as pas faim? Demandai-je en ajoutant plus de pommes de terre dans son assiette. J'ai fait ça spécialement pour toi. Maman, il n'en veut plus, intervint Hélène. Ne le force pas. Je ne le force pas. Je m'inquiète, c'est tout. Un corps en pleine croissance a besoin de bonne nourriture, pas de chips et de soda. Mamie, je n'ai juste pas faim, marmonna Théo en repoussant son assiette. Tu as une mine affreuse, dis-je en le fixant. Tu es tout pâle. Tu es malade? Il va bien, coupa Hélène. Il est juste fatigué de son entraînement. Quel entraînement? Demandai-je, surprise. Tu ne m'as pas dit qu'il avait commencé un sport. Le foot, maman. Théo joue au foot depuis 3 mois. 3 mois? Et tu ne me l'as pas dit? J'étais abasourdie. Et son asthme? Le docteur Langlois avait dit qu'il devait éviter les efforts en extérieur. C'était il y a 6 ans, maman. Hélène posa sa fourchette. Il n'a pas eu de crise depuis des lustres. Le docteur Richard a dit qu'il pouvait faire du sport. Quoi? Le docteur Richard? Pourquoi avez-vous changé de médecin sans me le dire? Parce que je savais que tu allais commencer avec ça, soupira Hélène. On a changé de médecin parce qu'on a déménagé dans un autre quartier. Tu te souviens? Bien sûr, je me souvenais. Hélène avait déménagé à l'autre bout de la ville après son divorce, dans un quartier douteux avec un loyer bon marché. Je lui avais proposé de l'héberger, mais elle avait refusé. N'empêche, tu aurais dû me consulter, insistai-je. J'ai 40 ans d'expérience comme infirmière. Je sais combien il est important de voir un bon médecin. Un silence tendu s'installa à table.
Je vis Guillaume et Florence échanger un regard. Qui veut se resservir? Demandai-je, essayant d'alléger l'atmosphère. Moi, s'il vous plaît, dit Chloé en tendant son assiette. Tout est délicieux, Muriel. Merci, ma chérie. Je souris. Au fait, Florence, je voulais te dire quelque chose. Tu te souviens de Martha Pearson, avec qui je travaillais à l'hôpital? Son fils, Étienne, est revenu s'installer à Reims. Il est médecin maintenant, à l'hôpital central. C'est un jeune homme très bien, pas marié. J'ai pensé que vous pourriez peut-être. Maman, m'interrompit Florence sèchement. S'il te plaît, non. Je ne cherche pas de relation en ce moment. Mais pourquoi? Tu as 31 ans, ma chérie. Le temps passe. Je sais quel âge j'ai, rétorqua Florence. Et je déciderai quand et avec qui je veux sortir. Je veux juste aider, dis-je en haussant les épaules. Tu travailles tellement que tu n'as pas de temps pour une vie personnelle. On devrait peut-être passer au cadeau, suggéra Guillaume, essayant de changer de sujet. Excellente idée, intervint Hélène. Théo, tu es prêt à ouvrir tes cadeaux? Mon petit-fils s'anima pour la première fois de la soirée. Pendant qu'il déballait ses cadeaux, je commençais à débarrasser la table, me sentant légèrement agacée. Pourquoi mes enfants prenaient-ils toujours si mal mes conseils? Je ne veux que leur bien. Quand tout le monde passa au salon pour le thé et le gâteau, je remarquai Guillaume qui parlait à voix basse avec Chloé près de la fenêtre. Ils avaient l'air inquiets. Je m'approchai avec la théière. Tout va bien? Demandai-je en remplissant leur tasse. Oui, maman. Tout va bien, répondit rapidement Guillaume. Vous avez l'air soucieux. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. Chloé sourit avec tension. Vous pouvez me le dire, insistai-je. Peut-être que je peux aider. Guillaume soupira. Maman, vraiment, ce n'est rien. On discutait juste des factures. Les factures? Vous avez des problèmes d'argent? Je baissai la voix. Je peux aider. J'ai des économies. Non, dit fermement Guillaume. On va se débrouiller. Mais si vous avez des difficultés. Maman, Guillaume haussa la voix. On se débrouille. Merci. Je m'éloignai, me sentant rejetée. Pourquoi ne me laissait-il pas les aider? N'était-ce pas pour cela que j'avais travaillé toute ma vie? Économiser chaque euro pour soutenir mes enfants quand ils en auraient besoin. Quand ce fut l'heure du gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. J'apportai un grand gâteau au chocolat avec 14 bougies et le posai devant Théo. Fais un vœu, mon chéri. Théo ferma les yeux, réfléchit une seconde et souffla les bougies. Tout le monde applaudit. Qu'est-ce que tu as souhaité? Demandai-je en commençant à couper le gâteau. Mamie, s'il le dit, ça ne se réalisera pas, sourit Florence. Bien sûr, ris-je. Qui veut une grosse part? Alors que je distribuais le gâteau, je remarquai qu'Hélène n'avait pas donné de serviette à Théo. Théo, voici une serviette, dis-je en lui tendant une serviette en papier. Ne salis pas ton nouveau t-shirt. Maman. Hélène leva les yeux au ciel. Il peut décider lui-même s'il veut une serviette. Je ne veux juste pas qu'il se salisse. Le chocolat, c'est difficile à laver. Ce n'est plus un petit, dit Hélène. Il a 14 ans. N'empêche, les bonnes manières n'ont jamais fait de mal. Je me tournai vers mon petit-fils. Théo, comment ça va à l'école? Hélène dit que tu t'en sors bien en maths cette année. Théo haussa vaguement les épaules. Ça va. Juste ça va? Je fronçai les sourcils. Peut-être que tu as besoin d'aide. Je pourrais passer 1 ou 2 fois par semaine pour t'aider avec tes devoirs. Maman. Hélène posa sa fourchette. Je t'ai déjà dit qu'on se débrouille. Théo a un tuteur à l'école. Un tuteur? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Qui est-ce? Est-il qualifié? C'est un programme de soutien scolaire. Hélène commençait à perdre patience. Son prof de maths travaille avec lui après les cours 2 fois par semaine. Et tu penses que c'est suffisant? L'année dernière. Maman, s'il te plaît. Hélène haussa la voix. Je décide de ce qui est le mieux pour mon fils. J'essaie juste d'aider. Je sentais l'agacement monter en moi. Après tout, sans moi, Théo n'aurait pas réussi ses examens l'année dernière. Mamie, dit Théo doucement. Je peux aller jouer. Bien sûr, mon chéri. Je lui souris.
N'oublie pas le gâteau. Quand Théo partit et que les plus jeunes allèrent regarder des dessins animés dans une autre pièce, je me tournai vers Hélène. Je ne comprends pas pourquoi tu es si négative à propos de mon aide. Je ne veux que le meilleur pour Théo. Ce n'est pas ça, maman. Hélène croisa les bras. Le problème, c'est que tu sapes constamment mon autorité. Tu fais croire à Théo que tu n'as pas confiance en mes décisions de mère. Ce n'est pas vrai, protestai-je. Je propose juste de l'aide. Qu'y a-t-il de mal à ça? C'est la façon dont tu le fais, maman, intervint Florence. Tu ne proposes pas, tu insistes. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu te vexes. Je ne suis pas vexée, dis-je, sentant les larmes monter. Je ne comprends juste pas pourquoi vous rejetez mon aide. J'ai tant fait pour vous. Et tu ne nous laisses jamais l'oublier, marmonna Guillaume. Que as-tu dit? Je me tournai vers lui. Rien, maman. Il détourna le regard. Non, dis-le-moi, insistai-je. Qu'est-ce que tu voulais dire? Guillaume soupira. Maman, on est reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est vrai. Mais parfois on a l'impression que tu t'en sers comme d'un levier. Si on ne fait pas ce que tu veux, tu nous rappelles tout ce que tu as sacrifié pour nous. J'étais abasourdi. C'est ainsi qu'il percevait mon inquiétude? Je ne voulais pas. Bégayai-je. Je veux juste aider. On sait, maman, dit Florence doucement. Mais nous avons besoin d'espace pour faire nos propres erreurs et nos propres choix, ajouta Hélène. Même si tu n'es pas d'accord avec eux. Je sentis le ressentiment monter en moi. Après tout ce que j'avais fait pour eux, après toutes les nuits blanches, après tous les sacrifices, ils me repoussaient. Je vous ai élevé seul après la mort de votre père. Ma voix tremblait. J'ai eu 2 emplois pour que vous ayez tout ce dont vous aviez besoin. J'ai renoncé à ma vie pour vous. Tu vois. Hélène jeta les mains en l'air. C'est exactement de ça qu'on parle. Chaque fois qu'on essaie de mettre des limites, tu commences à lister tes sacrifices. Parce que vous ne semblez pas les apprécier. Élevai-je la voix, sentant le ressentiment déborder. On les apprécie, maman, dit Guillaume. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit te laisser contrôler nos vies. Contrôler. J'étais stupéfaite. Je ne contrôle pas. Je prends soin. Il y a une différence entre prendre soin et contrôler, dit Hélène. Et tu as franchi cette ligne il y a longtemps. Je n'en crois pas mes oreilles. Je secouai la tête. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Maman. Hélène prit une profonde inspiration, essayant clairement de se retenir. Personne ne nie que tu as fait beaucoup pour nous. Mais ça ne te donne pas le droit de nous dire comment vivre, avec qui sortir, ou comment élever nos enfants. Je ne vous dis pas quoi faire. Je vous conseille. Je sentis les larmes commencer à couler sur mes joues. Non, maman. Hélène se leva de table. Tu ne donnes pas de conseils. Tu critiques mes cheveux. Mon choix de médecin pour Théo. La façon dont je l'élève. Mais tu fais des erreurs. Lâchez-je. Tu laisses Théo passer trop de temps sur son téléphone. Tu ne surveilles pas ce qu'il mange. Assez. Hélène haussa la voix si fort que les enfants dans la pièce voisine se turent. C'est ma vie et mon fils. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et te mêler de la vie des autres. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Je regardais ma fille, incapable d'en croire mes oreilles. Comment pouvait-elle dire ça après tout ce que j'avais fait pour elle? Je me levai lentement de table. Mes mains tremblaient, mais j'essayais de garder ma dignité. Je vois que mon inquiétude n'est pas appréciée ici, dis-je doucement. Je ne vous dérangerai plus. Je me dirigeai vers le couloir, attrapai mon sac et quittai la maison sans un regard en arrière. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentis rejetée par mes propres enfants. Tout ce que j'avais fait, tout mon amour et mon attention, avait été perçu comme de l'ingérence, comme du contrôle. Je marchai jusqu'à l'arrêt de bus et m'assis sur un banc, laissant les larmes couler librement sur mes joues. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je me mêlais vraiment trop de leurs affaires. Mais j'avais toujours voulu le meilleur pour eux. Le bus arriva et je montai les marches, ne sachant pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas maintenant. Pas après ce qu'Hélène avait dit. Assise dans le bus, j'ignorais le paysage qui défilait par la fenêtre. Mes larmes avaient séché, laissant des traces salées sur mes joues. Les mots d'Hélène résonnaient dans ma tête. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et te mêler de la vie des autres.
Chaque mot était comme un coup de poignard. Comment pouvait-elle dire ça? Je voulais seulement aider. Le bus s'arrêta au terminus, et c'est alors seulement que je réalisai où j'étais. Val-Fleury, une petite ville à 20 kilomètres de Reims. C'est là que vivait ma vieille amie, Lise Fournier, avec qui j'avais travaillé à l'hôpital il y a de nombreuses années. C'était peut-être un signe du destin. Je sortis mon téléphone et trouvai le numéro de Lise. Nous ne nous étions pas vus depuis presque un an, ne nous parlant qu'occasionnellement au téléphone pour les fêtes. Mais je savais que je pouvais compter sur elle. Lise, c'est Muriel, dis-je quand elle décrocha. Muriel, quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Pas très bien, pour être honnête. Ma voix se brisa. Je suis à Val-Fleury et je n'ai nulle part où aller. Que s'est-il passé? La voix de Lise semblait inquiète. C'est une longue histoire. Est-ce que je peux passer, juste pour une nuit? Bien sûr, ma chérie. Tu connais mon adresse. Je t'attends. Une demi-heure plus tard, j'étais sur le pas de la porte d'une jolie maison à 2 étages dans une rue calme. Lise ouvrit la porte et, en me voyant, tapa dans ses mains. Mon Dieu, Muriel, tu as une mine affreuse. Entre vite. Lise me conduisit dans un salon confortable. À 69 ans, elle paraissait plus jeune que moi, en forme, avec des cheveux gris courts et des yeux bruns vifs. Après la mort de son mari il y a 10 ans, elle ne s'était pas laissée abattre, mais avait commencé une vie active, voyageant, faisant du yoga et animant un club de lecture à la bibliothèque locale. Assieds-toi. Je vais faire du thé, dit-elle en montrant le canapé. Et ensuite, tu me raconteras tout. Je m'enfonçai dans le canapé, me sentant incroyablement fatiguée. L'anniversaire de Théo, la dispute avec les enfants, le trajet en bus sans but, tout s'abattit sur moi. Lise revint avec 2 tasses de thé et une assiette de biscuits. Elle s'assit à côté de moi et me regarda attentivement dans les yeux. Raconte. Et je lui racontai le dîner de famille, les remarques blessantes des enfants, les derniers mots d'Hélène après lesquels j'avais quitté la maison. À chaque mot, je sentais le ressentiment et l'incompréhension monter en moi. J'ai consacré toute ma vie à eux, Lise. Toute ma vie. Et ils disent que je les contrôle, que je me mêle de leurs affaires. Mais comment le bien-être de mes propres enfants pourrait-il ne pas être mon affaire? Lise écouta sans m'interrompre, hochant seulement la tête ou fronçant les sourcils de temps en temps. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre. Qu'en penses-tu? Demandai-je finalement. Je pense que tu aimes vraiment tes enfants, Muriel, commença Lise lentement. Mais tu ne les laisses pas être indépendants. Quoi? J'étais stupéfaite. Tu penses aussi que je suis trop contrôlante? Je ne le pense pas. Je le sais. Lise sourit doucement. Tu te souviens comment tu appelais Guillaume tous les jours à la fac pour t'assurer qu'il mangeait correctement? Ou comment tu as insisté pour que Florence fasse des études de médecine alors qu'elle voulait étudier l'art? Je veillais juste sur eux, protestai-je. Guillaume ne mangeait que des hamburgers et Florence. Quel avenir a une artiste? Je voulais qu'elle ait un emploi stable. Et comment est-elle maintenant? Heureuse dans sa clinique? Je réfléchis. Florence avait toujours l'air fatiguée, souriait rarement, et quand on se voyait, elle était plus silencieuse que bavarde. Elle s'est habituée, répondis-je avec incertitude. Elle a un bon salaire, la stabilité, mais pas le bonheur, termina Lise. Muriel, tu as toujours pensé savoir ce qui était le mieux pour tes enfants, mais ce sont des adultes maintenant, avec leurs propres désirs et leurs propres idées sur la vie. Mais je suis leur mère. Bien sûr que je sais ce qui est le mieux pour eux. Quand ils étaient petits, oui. Mais ils ont plus de 30 ans maintenant, Muriel. Ils ont leur propre vie, leurs propres enfants. Je sentis mes yeux se remplir à nouveau de larmes. Alors, tu penses que je suis une mauvaise mère, toi aussi? Non, ma chérie. Lise me prit la main. Tu es une mère merveilleuse qui aime trop ses enfants. Tellement que tu n'arrives pas à les laisser partir. Nous restâmes silencieuses pendant que le thé refroidissait dans nos tasses. Des pensées, des souvenirs, des bribes de conversation avec mes enfants tourbillonnaient dans ma tête. Lise avait-elle raison? Les empêchais-je vraiment de vivre leur propre vie? Viens, je vais te montrer ta chambre, dit finalement Lise. Tu as besoin de te reposer. On continuera notre conversation demain matin. La chambre d'amis était petite mais confortable. Lise me donna une de ses chemises de nuit et une robe de chambre, me montra la salle de bain et me souhaita une bonne nuit. Je m'allongeai, mais le sommeil ne venait pas.
Les visages de mes enfants apparaissaient devant mes yeux, blessés, en colère, fatigués. Les avais-je vraiment rendus ainsi? Le matin apporta clarté et détermination. Au petit déjeuner, je dis à Lise, « Je crois que je dois rester ici un moment. J'ai besoin de faire le point, pour moi-même et pour ma relation avec mes enfants. Ça ne te dérange pas? » Bien sûr que non, sourit Lise. Reste aussi longtemps que tu en auras besoin. Ta compagnie me fera plaisir. Merci. Je lui serrai la main. Je peux aider à la maison, cuisiner. Non, surtout pas. Lise secoua la tête. Tu es mon invité. Repose-toi, promène-toi, réfléchis. Je suis de service à la bibliothèque demain. Je pourrais te faire visiter la ville. Val-Fleury s'avéra être un endroit charmant. De petites rues avec des maisons soignées, un parc bien entretenu au centre, des cafés accueillants et, bien sûr, la bibliothèque, la fierté des habitants. Quand Lise me montra le bâtiment de briques rouges aux hautes fenêtres et aux portes en bois massif, je sentis une pointe d'envie. Cela faisait si longtemps que je n'étais pas allée dans une bibliothèque. Avant d'avoir des enfants, j'adorais lire, mais ensuite tout mon temps était pris par le travail et les soins à ma famille. On manque de bénévoles, mentionna Lise nonchalamment en me montrant la salle de lecture. Surtout pour la section jeunesse. Ça t'intéresserait d'aider? 3 ou 4 heures par semaine, pas plus. Moi? Demandai-je, surprise. Mais je n'y connais rien en bibliothèque. Mais tu es doué avec les enfants, sourit Lise. Ils viennent après l'école et il faut quelqu'un pour les aider à choisir des livres et parfois lire à voix haute aux plus petits. Ce n'est pas difficile. J'y réfléchis. Pourquoi pas? Ça m'occuperait l'esprit et m'empêcherait de m'apitoyer sur mon sort. D'accord. Je hochai la tête. Je le ferai. Le jour même, j'appelai ma voisine à Reims et lui demandai de surveiller ma maison et d'arroser mes fleurs. Je lui dis que j'allais rendre visite à une amie pour quelques jours. Je ne mentionnai pas les enfants et, heureusement, elle ne posa pas de questions. Ce soir-là, assise dans le salon confortable de Lise avec une tasse de chocolat chaud, je décidai enfin de vérifier mon téléphone. 5 appels manqués d'Hélène, 3 de Florence, 2 de Guillaume. Plusieurs messages. Maman, où es-tu? Maman, s'il te plaît, appelle. Maman, on s'inquiète. J'éteignis mon téléphone et le posai sur la table. Tu ne vas pas les rappeler? Demanda Lise. Non, répondis-je fermement. Pas maintenant. Ça leur fera du bien de s'inquiéter un peu. Muriel. Je sais que ça semble rancunier, soupirai-je. Mais j'ai besoin de temps. Et eux aussi. Lise ne discuta pas, se contentant de hocher la tête et de proposer de regarder un vieux film ensemble. Nous nous installâmes sur le canapé avec des couvertures et passâmes la soirée à rire devant une comédie des années 70. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis non pas comme une mère, mais juste comme une femme qui pouvait apprécier les plaisirs simples de la vie. Les jours à Val-Fleury s'écoulaient lentement et paisiblement. J'aidais Lise à la maison malgré ses protestations, je préparais le dîner, je me promenais en ville et je fis connaissance avec les voisins. 2 fois par semaine, je faisais du bénévolat à la bibliothèque, aidant les enfants à choisir des livres, et lisant parfois à voix haute aux plus petits. J'aimais voir leur visage enthousiaste, répondre à leurs questions infinies et les aider dans leurs devoirs. Et, chose surprenante, je ne ressentais pas le besoin de les contrôler ou de donner des conseils à leurs parents. Chaque soir, je vérifiais mon téléphone. Les appels et les messages des enfants continuaient d'affluer, mais je n'y répondais pas. Pas parce que je voulais les punir, mais parce que je n'étais pas encore prête à parler. J'avais besoin de me comprendre moi-même et mon rôle dans leur vie. Le 5e jour de mon séjour à Val-Fleury, Lise me proposa d'aller à une réunion de son club de lecture dans un café local. Ça te fera du bien de rencontrer de nouvelles personnes, dit-elle. Elles ont toutes à peu près notre âge et sont très intéressantes. J'acceptai, bien qu'un peu nerveuse. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas rencontré de nouvelles personnes. Tous mes contacts sociaux ces dernières années s'étaient limités à mes enfants, mes petits-enfants et quelques voisins. Le club de lecture se réunissait dans un petit café confortable de la rue principale. 6 personnes, 4 femmes et 2 hommes, tous de plus de 60 ans, étaient assises à une grande table près de la fenêtre. Lise me présenta, et tout le monde me sourit chaleureusement en nous faisant de la place. Nous discutons de Mrs. Dalloway aujourd'hui, dit la femme aux cheveux gris nommée Marguerite. Avez-vous lu Virginia Woolf? Il y a longtemps, admis-je, à la fac. Ce n'est pas grave, sourit l'homme à la barbe soignée, qui se présenta comme Henri.
On papote plus qu'on ne discute de livres. Et en effet, la conversation passa rapidement de la littérature aux actualités, aux potins locaux et aux voyages. J'étais assise en silence, écoutant leurs conversations animées, et je ressentis un étrange mélange d'envie et d'admiration. Ces gens de mon âge, voire plus âgés, menaient une vie bien remplie, avaient des passe-temps, des projets, des opinions, et moi, j'étais tellement plongée dans la vie de mes enfants que je m'étais perdue. Et vous, Muriel, qu'est-ce qui vous intéresse ? Me demanda Jeanne, une femme énergique aux cheveux roux vifs. Je ne suis pas sûre, bégayai-je. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Ils prennent tout mon temps. Oh, c'est merveilleux, sourit Jeanne. Mes 2 enfants vivent en Australie, alors je ne vois mes petits-enfants que sur Skype. Mais je voulais dire, qu'est-ce que vous aimez faire, pour vous ? J'y réfléchis. Que pouvais-je dire ? Que j'appelais mes enfants 10 fois par jour. Que je vérifiais si Hélène élevait correctement Théo. Que j'essayais de trouver un mari convenable pour Florence. Je ne sais pas, admis-je honnêtement. Avant, j'aimais lire, mais maintenant je n'ai plus de passe-temps. Il n'est jamais trop tard pour commencer, me fit un clin d'œil Henri. J'ai appris à jouer du saxophone à la retraite. Mes voisins ne sont pas ravis, par contre. Tout le monde rit et je souris aussi. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il était temps de commencer à vivre pour moi. En rentrant chez Lise ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Des bribes de conversation de la journée, les visages de nouvelles connaissances, leurs histoires tournaient dans ma tête. Et sur ce fond, les visages de mes enfants, leurs paroles, leur irritation. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je décidai d'avoir la conversation que j'avais repoussée tous ces jours. Lise, tu as dit que je me mêlais trop de la vie des enfants. Mais comment faire autrement ? Je vois quand ils font des erreurs. Ne devrais-je pas les aider ? Lise posa son journal et me regarda attentivement. Bien sûr que si, mais il y a une différence entre aider et contrôler. L'aide, on la propose, on ne l'impose pas. Et l'aide ne s'accompagne pas de critiques ou de rappels des erreurs passées. Je ne les critique pas, protestai-je. Vraiment. Lise haussa un sourcil. Et le sans moi, Théo n'aurait pas réussi ses examens l'année dernière, ou les rappels de tout ce que tu as fait pour eux quand ils refusaient de suivre tes conseils. J'ouvris la bouche pour protester, mais ne trouvai pas les mots. Lise avait raison. J'utilisais mes réussites passées comme un levier. Mais j'ai vraiment beaucoup sacrifié pour eux, dis-je doucement. Ne devrait-il pas l'apprécier ? Si, acquiesça Lise. Mais on ne peut pas exiger la gratitude. Et autre chose, Muriel, tu parles toujours de tes sacrifices. Mais étaient-ce vraiment des sacrifices ? Ou étaient-ce tes propres choix ? Je réfléchis. Après la mort de mon mari, Howard, je m'étais entièrement consacrée à mes enfants. J'avais refusé une promotion à l'hôpital qui m'aurait obligée à travailler plus longtemps. J'avais cessé de voir mes amis et abandonné mes passe-temps. Tout cela pour mes enfants. Mais personne ne m'avait forcé à faire ce choix. J'avais décidé moi-même que mes enfants étaient la chose la plus importante de ma vie. C'était mon choix, admis-je finalement. Mais je l'ai fait pour eux. Et c'est merveilleux, sourit Lise. Tu es une mère formidable, Muriel. Mais maintenant que tes enfants sont grands, il est peut-être temps de faire un choix pour toi-même. Ces paroles me firent réfléchir. Et si je consacrais au moins une partie de mon énergie non pas à contrôler la vie de mes enfants adultes, mais à ma propre vie, à des livres, à de nouveaux amis, à des voyages ? Ce jour-là, en travaillant à la bibliothèque avec les enfants, je me surpris à ne pas essayer de les contrôler. Je les aidais quand ils demandaient de l'aide, je répondais à leurs questions, mais je n'imposais pas mon opinion ni ne leur disais quel livre ils devaient lire ou non. Et, chose surprenante, les enfants venaient vers moi, me parlaient de leurs intérêts et me demandaient conseil. Le soir, je vérifiais à nouveau mon téléphone. Nouveaux appels, nouveaux messages. Maman, s'il te plaît, dis-nous que tu vas bien. Maman, on s'inquiète vraiment. Maman, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Parlons. Le dernier était d'Hélène. Je sentis une boule dans ma gorge. Il était peut-être temps de répondre. Mais que dirais-je ? Que j'avais compris mes erreurs. Que je ne m'ingérerais plus. Mais ce n'était pas vrai. Je croyais toujours que j'avais raison dans de nombreuses situations. Hélène laissait vraiment trop de liberté à Théo. Guillaume était vraiment mauvais avec l'argent. Florence devait vraiment penser à sa vie personnelle avant qu'il ne soit trop tard. Je reposai mon téléphone. Non, je n'étais pas encore prête à parler. J'avais besoin de plus de temps pour me comprendre, mes sentiments,
mon rôle de mère d'enfants adultes. Les jours passèrent. Je m'installai dans la vie de Val-Fleury comme si j'y avais toujours vécu. Le travail à la bibliothèque, les réunions du club de lecture, les promenades avec Lise et ses amis. Je m'étais même inscrite à un cours d'informatique pour seniors au centre culturel local. Apprendre quelque chose de nouveau à mon âge s'avéra non seulement possible, mais aussi passionnant. Pendant tout ce temps, je pensais à mes enfants, j'analysais nos relations, je me souvenais des moments où mon ingérence avait provoqué des conflits. Je commençais à comprendre que Lise avait raison. Je franchissais vraiment les limites, je ne les laissais pas être indépendants, j'exigeais de la gratitude pour mes soins. Mais en même temps, je me sentais blessée. Était-ce mal de vouloir le meilleur pour eux? Était-ce mal d'essayer de les protéger des erreurs? Et ne pouvaient-ils pas exprimer leur mécontentement d'une manière plus respectueuse que le cri d'Hélène? Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et te mêler de la vie des autres. Au cours d'une de nos conversations du soir, je partageais ces pensées avec Lise. Je me rends compte que j'étais trop envahissante, dis-je. Mais ils ne sont pas parfaits non plus. Ils auraient pu me le dire calmement au lieu de laisser leur irritation s'accumuler pendant des années pour ensuite exploser. Tu as raison, acquiesça Lise. La communication est une voie à double sens. Mais réfléchis, Muriel. Peut-être qu'ils ont essayé de te le dire, et que tu ne les as pas entendus. J'y réfléchis. Y avait-il des signes que j'avais ignorés? Des soupirs agacés quand je donnais des conseils non sollicités? Des réponses courtes à mes questions? Leur refus de partager leurs problèmes avec moi? Peut-être qu'ils essayaient de poser des limites et que je ne l'avais pas remarqué. Tu as peut-être raison, admis-je. J'étais tellement concentrée sur le désir d'aider que je n'ai pas remarqué leurs signaux. Tu vois, sourit Lise. Tu commences à comprendre. C'est le premier pas vers le changement. Mais que faire ensuite, demandai-je. Comment changer une relation qui s'est construite sur des années? Commence par une conversation, conseilla Lise. Une conversation honnête, sans accusation ni excuse. Admets tes erreurs, mais exprime aussi tes sentiments. Et surtout, apprends à écouter. Vraiment écouter tes enfants. Je hochai la tête, sachant que Lise avait raison. Mais une voix intérieure me disait que je n'étais pas encore prête pour cette conversation. J'avais besoin d'un peu plus de temps pour bien comprendre mon rôle dans cette situation, pour accepter le fait que, malgré mes meilleures intentions, j'avais souvent empiré les choses. Je continuais d'ignorer les appels et les messages de mes enfants. Bien que cela devienne plus difficile chaque jour, il me manquait, mes petits-enfants, ma maison. Mais je savais que si je revenais maintenant, rien ne changerait. Nous recommencerions à jouer selon les anciennes règles. Je contrôlerais, il s'agacerait, et à la fin, nous nous disputerions à nouveau. Les 2 semaines de mon séjour à Val-Fleury passèrent vite. Je m'impliquais de plus en plus dans la vie locale, me faisais de nouveaux amis et trouvais de nouveaux centres d'intérêt. Et chaque jour, je réalisais de plus en plus à quel point j'avais perdu en me concentrant uniquement sur la vie de mes enfants. J'aurais pu avoir ma propre vie, mes propres passe-temps, mes propres amis. J'aurais pu être plus qu'une simple mère. J'aurais pu être Muriel, une femme avec ses propres intérêts et désirs. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à mes enfants. Je m'inquiétais pour eux, ils me manquaient, je voulais savoir comment ils allaient sans moi. Se débrouillaient-ils? Qui aidait Hélène avec Théo? Qui rappelait à Guillaume de payer les factures? Qui soutenait Florence quand elle se sentait déprimée? Tu ne peux pas te cacher ici pour toujours, me dit Lise un soir. Tôt ou tard, tu devras rentrer et leur parler. Je sais, soupirai-je. Mais j'ai peur que rien ne change. Que je retombe dans mes vieilles habitudes et qu'ils recommencent à s'agacer. Le changement commence par la prise de conscience, sourit Lise. Et tu as pris beaucoup de conscience ces 2 dernières semaines. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Parle aux enfants, écoute-les et dis-leur ce que tu ressens et ce que tu penses. Sans accusation, sans reproche, juste une conversation honnête. Je savais qu'elle avait raison. Mais une voix intérieure me disait que je n'étais pas tout à fait prête pour cette conversation. J'avais besoin d'un peu plus de temps pour rassembler mes pensées et me préparer à la rencontre avec mes enfants. Et pour être honnête, j'avais peur. Peur d'entendre ce qu'ils pensaient de moi. Peur d'admettre mes erreurs. Peur de changer. Mais une chose était sûre. Je ne pouvais plus être la Muriel qui contrôlait chaque mouvement de ses enfants adultes, qui exigeait de la gratitude pour ses soins, qui n'entendait pas leur demande d'espace pour vivre leur propre vie. Je devais changer si je voulais maintenir ma relation avec mes enfants.
En même temps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'amertume que mes bonnes intentions, mon amour et mes soins soient perçus comme de l'ingérence et du contrôle. Je reconnaissais partiellement ma culpabilité. Mais au fond de moi, je croyais toujours que mes enfants étaient ingrats, qu'ils n'appréciaient pas tous les sacrifices que j'avais faits pour eux, qu'ils auraient pu exprimer leur mécontentement d'une manière plus respectueuse que l'explosion d'Hélène à l'anniversaire de Théo. J'étais à la croisée des chemins, ne sachant quelle voie choisir. Devais-je retourner auprès de mes enfants et essayer de changer notre relation, ou devais-je rester à Valfleury, commencer une nouvelle vie et me concentrer sur moi-même au lieu d'eux? Les deux chemins me faisaient peur. Les deux exigeaient un courage que je n'étais pas sûre d'avoir. J'étais assise dans la petite bibliothèque de Valfleury, aidant une fillette avec des nattes à choisir un livre sur les dinosaures. Elle me montrait avec enthousiasme les illustrations, me parlant de chaque reptile avec une telle ferveur que je ne pouvais m'empêcher de sourire. Mon préféré, c'est le Tricératops, dit-elle en pointant le dinosaure à cornes. Il a 3 cornes. Tu vois? Très impressionnant, souris-je. Savais-tu que le Tricératops était l'un des derniers dinosaures à avoir vécu sur Terre? La fillette secoua la tête, me regardant avec de grands yeux. Comment savez-vous tant de choses, Madame Hodgson? Oh, je lisais beaucoup avec mon petit-fils, répondis-je, sentant un pincement au cœur en me souvenant de Théo. Il adorait les dinosaures quand il était petit, lui aussi. Il ne les aime plus maintenant? Demanda la fillette, surprise. C'est un grand garçon maintenant, dis-je en essayant de sourire. Il a 14 ans et a d'autres centres d'intérêt. Comme ma grande sœur, acquiesça la fillette d'un air entendu. Elle ne parle que de garçons. C'est ennuyeux. Je ris, mais au fond de moi, je ressentais une nostalgie pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Je n'avais pas répondu à leurs appels ou à leurs messages depuis 2 semaines. Même si je vérifiais mon téléphone tous les jours. Au début, les messages étaient irrités. Maman, où es-tu? Maman, tu ne peux pas disparaître comme ça. Puis ils étaient devenus inquiets. Maman, on s'inquiète. S'il te plaît, dis-nous que tu vas bien. Et ces derniers jours, ils étaient devenus coupables et suppliants. Maman, s'il te plaît, reviens. Tu nous manques. Maman, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je ne répondais délibérément pas. Pas par vengeance. Non, je n'étais pas si mesquine. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir, pour me comprendre, pour savoir ce que je voulais de ma relation avec mes enfants adultes. Et pour être honnête, j'étais curieuse de voir comment ils s'en sortiraient sans mes rappels et mon aide constant. Finiraient-ils par grandir et prendre la responsabilité de leur vie? Madame Hodgson, m'appela Marguerite, la bibliothécaire âgée. Votre service est terminé depuis une demi-heure. Vous pouvez rentrer. Oh, je n'avais pas remarqué. Je souris. Merci, Marguerite. Vous êtes formidable avec les enfants, remarqua la bibliothécaire. Ils vous adorent. J'ai beaucoup d'expérience, répondis-je. 3 enfants, 4 petits-enfants. Ils doivent vous manquer. Je sentis les larmes me monter aux yeux. J'espère, dis-je doucement. Le dîner et une bouteille de vin m'attendaient chez Lise. Mon amie remarqua mon humeur et suggéra que nous parlions. Il te manque, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Bien sûr qu'il me manque, soupirai-je. Ce sont mes enfants, Lise. Je les aime plus que tout au monde. Alors pourquoi ne réponds-tu pas à leurs appels? Je fis une pause. Pourquoi, en effet? Par orgueil? Par désir de leur donner une leçon? Je ne suis pas encore prête, dis-je finalement. J'ai peur que si je rentre maintenant, tout redevienne comme avant. Je contrôlerai leur vie, ils s'agaceront et nous nous disputerons à nouveau. Que veux-tu de votre relation? Demanda Lise. Je veux. Bégayai-je. Je veux qu'ils apprécient mon inquiétude, qu'ils comprennent que je ne m'ingère pas parce que je veux les contrôler, mais parce que je les aime et que je veux les protéger des erreurs. Mais ce sont des adultes, Muriel. Ils ont le droit de faire des erreurs. Je sais, hochai-je la tête. En théorie, je le sais. Mais quand je vois Hélène laisser Théo passer trop de temps sur son téléphone, ou Guillaume oublier à nouveau de payer les factures, ou Florence incapable de prendre une décision seule, je ne peux tout simplement pas me taire. C'est plus fort que moi. Et comment penses-tu qu'ils s'en sortent maintenant sans ton aide? J'imaginais Hélène essayant de jongler entre le travail et les soins de Théo. Guillaume oubliant des dates importantes. Florence peinant à prendre des décisions. Ils rencontraient sûrement des difficultés.
Mais peut-être que c'était pour le mieux. Peut-être qu'il était temps pour eux d'apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Je pense que c'est difficile pour eux, répondis-je honnêtement. Mais ça ne veut pas dire que je dois prendre toutes leurs décisions à leur place. Tu vois, sourit Lise. Tu commences à comprendre. Il y a une différence entre aider et contrôler. L'aide est offerte quand on la demande. Le contrôle est imposé. Je hochai la tête. Lise avait raison. Mais une voix intérieure me disait que les enfants auraient pu exprimer leur mécontentement de manière plus respectueuse. Il n'était pas nécessaire de dire des choses aussi cruelles qu'Hélène l'avait fait à l'anniversaire de Théo. Je comprends que j'étais trop insistante, dis-je. Mais ce sont de bons enfants. Ils auraient pu me le dire calmement au lieu de laisser leur frustration s'accumuler pendant des années. Peut-être qu'ils ont essayé, dit Lise doucement. Mais tu ne les as pas entendus. J'y réfléchis. Y avait-il des signes que j'avais ignorés? Des soupirs agacés quand je donnais des conseils non sollicités? Des réponses courtes à mes questions? Leur refus de partager leurs problèmes avec moi? Peut-être que tu as raison, admis-je. J'étais tellement concentrée sur le désir d'aider que je n'ai pas remarqué leurs signaux. N'empêche, Lise versa plus de vin. Ne penses-tu pas qu'il est temps de répondre à leurs appels? Ils doivent s'inquiéter. Je secouai la tête. Pas encore. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je veux être sûre que quand je rentrerai, je pourrai changer mon comportement, que je ne contrôlerai pas leur vie, que j'apprendrai à écouter et à respecter leurs décisions, même si je pense qu'elles sont mauvaises. C'est une sage décision, acquiesça Lise. Mais ne tarde pas trop. Ce sont tes enfants, et ils t'aiment malgré toutes vos différences. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Les visages de mes enfants étaient devant mes yeux, et leur voix des messages téléphoniques résonnait dans mes oreilles. Ils me manquaient. Ils s'inquiétaient. Ils demandaient pardon. Peut-être qu'il était temps de rentrer. Mais quelque chose en moi me disait qu'il était trop tôt, que nous avions tous besoin d'un peu plus de temps. Moi pour apprendre à ne pas contrôler, eux pour comprendre à quel point mon inquiétude était importante. Le lendemain, pendant mon service à la bibliothèque, le téléphone sonna. Je vis le nom de Guillaume sur l'écran et sentis mon cœur se serrer. Mon fils m'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois. Je ne répondais pas, mais j'écoutais le message qu'il laissait. Maman, Lucie a un spectacle vendredi. Elle veut vraiment que tu viennes. S'il te plaît, appelle. Lucie. Ma petite fille se produisait, et je n'allais pas être là pour la soutenir. Pour la première fois depuis toutes ces années, je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je ne pouvais pas rentrer. Pas maintenant. Je devais finir ce que j'avais commencé, me comprendre, comprendre mon rôle dans leur vie, apprendre à être une mère aimante sans être contrôlante. En rentrant chez Lise ce soir-là, un autre message m'attendait. Cette fois, de Florence. Maman, j'ai une présentation importante demain. J'aimerais vraiment que tu regardes mes diapositives et que tu me donnes des conseils. Tu me manques. S'il te plaît, appelle-moi. Ma plus jeune fille, toujours si indépendante en parole, avait plus que quiconque besoin de mon soutien. Je me souvins comment elle répétait toujours ses discours avec moi, à quel point elle était nerveuse avant les présentations importantes, à quel point elle avait besoin de mon approbation. Elle se plaignait que j'étais trop critique, mais elle venait toujours me demander conseil. Et Hélène qui avait dit ces mots terribles, laissait maintenant les messages les plus désespérés. Maman, s'il te plaît, reviens. Je suis tellement désolée d'avoir dit ces horreurs. Je ne le pensais pas. Tu me manques. Théo te manque. On te manque tous. S'il te plaît, appelle. Mon cœur se brisait avec ces messages. Mes enfants avaient besoin de moi. Mais ils n'avaient pas besoin de la mère contrôlante que j'étais. Ils avaient besoin d'une mère aimante qui savait écouter, respecter leurs choix, aider quand on le lui demandait et se retirer quand c'était nécessaire. Au cours des jours suivants, je continuais de recevoir des messages de mes enfants. Ils devenaient plus désespérés, plus coupables. Maman, je ne sais pas quoi faire sans toi. Maman, je réalise seulement maintenant tout ce que tu faisais pour nous. Maman, s'il te plaît, reviens. Tu nous manques tellement. Un soir, à la fin de ma 2e semaine à Valfleury, j'étais assise dans un café avec les membres de mon club de lecture. Nous discutions d'un nouveau livre, riant, partageant nos impressions. Je me sentais partie de cette communauté, même si je ne les connaissais que depuis 2 semaines. Ils m'acceptaient pour qui j'étais, ne me trouvaient pas insistante ou contrôlante. Avec eux, je pouvais juste être Muriel, pas une mère ou une grand-mère. Votre téléphone vibre, remarqua Jeanne,
qui était assise à côté de moi. Je sortis mon téléphone de mon sac. Un nouveau message d'Hélène. Maman, Théo a des problèmes à l'école. Il a eu un août 2020 en maths. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi. Mauvaise nouvelle, demanda Jeanne, remarquant mon expression. Non, juste des affaires de famille. Essayez-je de sourire. Il vous manque, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Bien sûr qu'il me manque, soupirai-je. Ce sont mes enfants, mes petits-enfants. Je les aime plus que tout au monde. Alors pourquoi ne répondez-vous pas à leurs messages? Jeanne était aussi directe que Lise. C'est difficile à expliquer. Je secouai la tête. Nous nous sommes disputés. Pour être plus précise, ma fille m'a dit des choses très blessantes, et je suis partie. D'abord par colère et par blessure. Puis j'ai réalisé que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point. Et qu'avez-vous réalisé pendant ces 2 semaines? J'y réfléchis. Que avais-je vraiment réalisé? Que j'étais trop impliquée dans leur vie. Commençai-je lentement. Que mon inquiétude se transformait souvent en contrôle. Que je ne savais pas les écouter ni respecter leurs choix. Mais en même temps, j'ai réalisé qu'ils ont vraiment besoin de moi. Pas de mon contrôle, mais de mon soutien. Alors il est temps de rentrer, sourit Jeanne. Si vous avez réalisé vos erreurs et êtes prête à changer, il ne sert à rien de continuer cette expérience. Mais je ne suis pas sûre d'être prête, admis-je. J'ai peur de retomber dans mes vieilles habitudes, de ne pas pouvoir changer mon comportement. Muriel. Jeanne posa sa main sur mon épaule. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un long processus, avec des erreurs et des retours aux anciens schémas de comportement. Ce qui compte, ce n'est pas que vous soyez parfaite dès le premier jour, mais que vous soyez prête à travailler sur vous-même. Je hochai la tête. Jeanne avait raison. Je ne pouvais pas m'attendre à devenir une mère différente du jour au lendemain, ni à ce que mes enfants commencent immédiatement à me traiter différemment. Il faudrait du temps, de la patience et du travail de ma part et de la leur. Sur le chemin du retour, je vérifiai à nouveau mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Guillaume. Maman, on s'inquiète. Si tu ne réponds pas d'ici demain, on va à la police. S'il te plaît, dis-nous que tu vas bien. Je sentis une pointe de culpabilité. Il s'inquiétait sincèrement. J'étais peut-être allé trop loin dans mon désir de leur donner une leçon. Il était peut-être temps de rentrer et de commencer à construire de nouvelles relations, plus saines. À la maison, je partageais mes pensées avec Lise. Je pense à rentrer, dis-je, assise dans la cuisine avec une tasse de thé. Les enfants s'inquiètent, menacent d'appeler la police. Et ils ont raison de le faire, acquiesça Lise. Tu as disparu sans prévenir. Tu ne réponds ni aux appels ni aux messages. Bien sûr qu'ils s'inquiètent. Je sais, soupirai-je. Mais je ne suis pas sûre d'être prête à rentrer, de pouvoir changer notre relation. Muriel. Lise me prit la main. Personne ne peut être sûr de telles choses. Le changement fait toujours peur, c'est toujours un risque. Mais si on ne prend pas de risque, rien ne change. Je hochai la tête, sachant qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas me cacher éternellement à Val-Fleury, en évitant le contact avec les enfants. Tôt ou tard, je devrais rentrer et leur parler. Mieux valait peut-être le faire maintenant, alors qu'ils étaient encore prêts à écouter, alors qu'ils me manquaient encore. Je vais y réfléchir, dis-je. Peut-être que je les appellerai demain. Bonne décision, sourit Lise. Maintenant, regardons ce film dont tu parlais. Nous nous installâmes dans le salon avec des couvertures et du thé, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le film. Mon esprit était rempli de pensées sur mes enfants, mes petits-enfants, et comment ils s'en sortaient sans moi. Ils me manquaient. Ils me manquaient terriblement. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas redevenir la vieille Muriel qui contrôlait leurs moindres faits et gestes, qui ne savait pas écouter et respecter leurs choix. Cette nuit-là, je rêvais de mes enfants. Petits, comme ils l'étaient quand ils étaient enfants. Hélène avec des nattes, Guillaume avec les genoux écorchés, Florence avec une poupée dans les bras. Ils riaient, jouaient, m'appelaient à eux. Je me réveillais avec les joues humides de larmes et réalisais que j'étais prête. Prête à rentrer. Prête à changer notre relation. Prête à devenir une mère différente. Une qui s'est aimée sans contrôler. Le matin, je vérifiais mon téléphone. Il y avait un nouveau message d'Hélène. Maman, on va tous à la police aujourd'hui. Si tu ne réponds pas, s'il te plaît, dis-nous juste que tu vas bien.
Je pris une profonde inspiration et composai le numéro de ma fille. Il était temps de commencer un nouveau chapitre de notre relation. Un mois s'était écoulé depuis que j'avais quitté la maison après les paroles blessantes d'Hélène. Un mois d'une nouvelle vie à Valfleury, dans la maison de Lise, au milieu de nouveaux amis et de nouvelles activités. Je continuais mon bénévolat à la bibliothèque, assistais au club de lecture et m'étais même inscrite à des cours d'informatique au centre culturel. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je vivais pour moi, pas pour mes enfants. Les appels et les messages de mes enfants s'étaient progressivement espacés. Au début, ils appelaient plusieurs fois par jour, laissant des messages désespérés. Puis une fois par jour, puis une fois tous les 2 ou 3 jours. Je continuais de ne pas répondre, bien que cela devienne plus difficile chaque jour. Il me manquait, mes petits-enfants, ma maison. Mais quelque chose en moi me disait qu'il n'était pas encore temps de revenir. Ce jour-là, je travaillais à la bibliothèque, aidant des écoliers avec leurs projets. C'était un mardi calme avec peu de visiteurs. J'étais assise à une table dans la section jeunesse, parcourant les nouveautés, quand j'entendis une voix familière. « Excusez-moi, avez-vous des livres sur l'histoire de l'architecture pour adolescents ? C'est pour un projet scolaire. » Je levai les yeux et me figeai. Hélène, ma fille aînée, se tenait au bureau de la bibliothécaire, tenant Théo par la main. Il ne me voyait pas. J'étais assise dans un coin, partiellement cachée par une étagère. Je pouvais voir leur profil. Hélène avait l'air fatiguée et hagarde, ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Théo semblait plus grand qu'il y a un mois, mais il avait aussi l'air un peu abattu. Marguerite, la bibliothécaire, leur indiqua la section art et architecture, et ils s'y dirigèrent, passant devant la table où j'étais assise. J'inclinai instinctivement la tête, essayant de rester inaperçue, mais il était trop tard. Hélène s'arrêta net, me fixant. « Maman !» Sa voix tremblait. « C'est vraiment toi !» Je levai lentement la tête, sentant mon cœur battre à tout rompre. « Bonjour, Hélène. »« Bonjour, Théo. »« Mamie !» s'exclama Théo en se précipitant vers moi. Il me serra si fort que je faillis tomber de ma chaise. « Tu nous as tellement manqué. Où étais-tu ? Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone ?» Je serrai mon petit-fils dans mes bras, sentant une boule monter dans ma gorge. Il avait grandi au cours du dernier mois et ressemblait encore plus à son père. « Théo, laisse mamie respirer. » La voix d'Hélène semblait étrange. Je levai les yeux et la vis, les bras croisés sur la poitrine, son expression illisible. Choc, colère, soulagement. Tout cela à la fois. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je en lâchant Théo, mais en tenant toujours sa main. « On est venu voir une amie de maman », répondit Théo pour sa mère. « Elle habite ici. J'ai un projet d'architecture, et on a décidé de passer à la bibliothèque. Mamie, pourquoi tu n'es pas venue ? On était si inquiets. » Je regardai Hélène. Elle était toujours immobile, me fixant avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Théo, dit-elle finalement, pourquoi n'irais-tu pas chercher des livres pour ton projet ? Ta grand-mère et moi, on doit parler. » Théo lâcha ma main à contre-cœur et se dirigea vers la section indiquée, regardant constamment en arrière comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau. Hélène s'assit en face de moi, posant ses mains sur la table. Je remarquai qu'elle s'était rongé les ongles, un signe de stress qu'elle avait depuis l'enfance. « 1 mois, dit-elle doucement. Tu as disparu pendant 1 mois entier sans dire un mot. On a appelé tous les hôpitaux, toutes les morgues. On est allé à la police. On te croyait morte, maman. » Je sentis une pointe de culpabilité. Je ne voulais pas leur causer autant de peine. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent autant. J'ai appelé la voisine et lui ai demandé de surveiller la maison, dis-je en essayant de me justifier. Elle aurait dû vous dire que j'allais bien. Elle a dit que tu étais partie chez une amie. Mais quelle amie ? Tu n'as pas d'amis, maman. Tu as toujours dit que ta famille était tes seuls amis. C'était vrai. Après la mort de mon mari, je m'étais entièrement consacrée à mes enfants. Renonçant à ma propre vie, à mes amis, à mes passe-temps, tout pour eux. Et voilà comment ils me remerciaient, avec les mots d'Hélène. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et te mêler de la vie des autres. J'ai des amis, répondis-je doucement. Lise Fournier, ma collègue de l'hôpital. Je suis chez elle. Et tu ne pouvais pas appeler pour dire que tu allais bien. La voix d'Hélène semblait blessée. On s'est fait un sang d'encre. J'avais besoin de temps. Je la regardai droit dans les yeux. De temps pour réfléchir, pour me comprendre,
pour comprendre notre relation après ce que tu as dit. Je me suis excusée des centaines de fois, maman. Hélène haussa la voix, puis se souvenant que nous étions dans une bibliothèque, l'abaissa à un murmure. J'ai laissé des messages, écrit des lettres, je t'ai appelé. Je ne le pensais pas. J'étais contrariée, fatiguée. Tu sais comment c'est. Je sais. Je hochai la tête. Et pourtant, tes mots m'ont blessé plus que tu ne peux l'imaginer. Ils m'ont fait me demander si c'est vraiment ce que je suis. Quelqu'un qui se plaint constamment et se mêle de la vie des autres. Hélène baissa les yeux, tordant la manche de son chemisier. Tu n'es pas comme ça, dit-elle doucement. Tu es attentionnée et aimante. C'est juste que parfois tu es trop insistante, trop contrôlante. Je hochai la tête. Lise m'avait dit la même chose. Je commence à comprendre, admis-je. J'ai beaucoup réfléchi à notre famille ce mois-ci, à mon rôle dans vos vies, et j'ai réalisé que parfois, j'ai été trop insistante, trop envahissante. Vraiment. Hélène me regarda avec surprise. Tu l'admets? Oui, souris-je. C'est incroyable ce qu'un mois d'introspection et de discussion avec une amie sage peut faire. J'ai réalisé que je franchissais souvent les limites, que je ne respectais pas votre espace personnel. Vous avez le droit de prendre vos propres décisions. Hélène me regarda avec méfiance, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle entendait cela de ma part. Mais en même temps, continuai-je, sentant que je devais dire tout ce qui s'était accumulé au cours du dernier mois, je suis blessée par vous. Par toi, par Guillaume, par Florence. Je suis blessée par la façon dont vous preniez mes soins pour acquis, par la façon dont vous vous agaciez quand j'essayais d'aider, par le peu de fois où vous avez dit merci pour tout ce que j'ai fait pour vous. Maman, commença Hélène, mais je levai la main pour l'arrêter. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je comprends que mon inquiétude se transformait souvent en contrôle, que je ne respectais pas toujours vos limites. Mais n'auriez-vous pas pu me le dire calmement? Deviez-vous laisser votre colère s'accumuler pendant des années avant d'exploser comme ça? Hélène resta silencieuse, fixant ses mains. Puis elle dit doucement, on a essayé, maman. Plusieurs fois. Mais tu n'écoutais pas. Ces mots firent mouche. Oui, peut-être qu'ils avaient essayé de poser des limites, et que j'avais ignoré leurs signaux, pensant savoir mieux ce dont ils avaient besoin. Tu as peut-être raison, admis-je. Je ne suis pas très douée pour écouter. C'est une autre chose que j'ai apprise ce mois-ci. Nous restâmes silencieuses un moment. Je regardais Théo errer entre les étagères, jetant un coup d'œil dans notre direction de temps en temps. Tu as changé, dit finalement Hélène en m'étudiant attentivement. Pas seulement tes mots, mais tu as l'air différente, plus calme, plus heureuse. Je souris. Elle avait raison. Ce mois à Val-Fleury m'avait changé. J'avais trouvé de nouveaux amis, de nouveaux centres d'intérêt, un nouveau but dans la vie. J'avais commencé à vivre pour moi, pas seulement pour les enfants. Je me sens différente, admis-je. Pour la première fois depuis des années, je vis ma vie, pas seulement la vôtre. J'ai des amis, des centres d'intérêt. Je suis bénévole ici, à la bibliothèque. Je suis des cours d'informatique. Je suis dans un club de lecture. Un club de lecture. Hélène avait l'air sincèrement surprise. Mais tu as toujours dit que tu n'avais pas le temps de lire. Parce que tout mon temps était consacré à vous. Je ne voulais pas que cela sonne comme un reproche, mais apparemment, je n'avais pas tout à fait réussi. Hélène baissa à nouveau les yeux. Je suis désolée. Je ne le pensais pas comme ça. J'ai fait le choix de me consacrer à vous après la mort de votre père et je ne le regrette pas. Mais peut-être qu'il est temps de faire un choix pour moi. Hélène hésita. Tu ne rentres pas à la maison. Il y avait tant de douleur dans sa voix que mon cœur se serra. Bien sûr, je voulais rentrer à la maison. Ma maison, mes enfants, mes petits-enfants me manquaient. Mais j'avais aussi peur que si je revenais, tout redevienne comme avant. Je redeviendrais cette mère contrôlante et ils redeviendraient ces enfants irrités. Je reviendrai, dis-je. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour comprendre comment changer notre relation. Comment être une mère qui aide mais ne contrôle pas, qui conseille mais n'impose pas, qui aime mais n'étouffe pas d'amour. Hélène hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Tu nous manques, dit-elle doucement. On te manque tous. Guillaume, Florence, les enfants. La maison est vide sans toi. Vous me manquez aussi, répondis-je honnêtement. Je pense à vous tous les jours et je m'inquiète pour vous. Comment vous en sortez-vous? Hélène haussa les épaules. Pas très bien,
pour être honnête. Théo a des problèmes à l'école. Il a eu de mauvaises notes en maths. Je n'arrive pas à jongler entre le travail et les tâches ménagères. Tout part en vrille. Guillaume a oublié notre anniversaire de mariage et Chloé lui fait toujours la tête. Florence, eh bien, Florence a toujours été la plus indépendante de nous, mais même elle appelle tous les jours pour savoir si j'ai eu de tes nouvelles. Je hochai la tête. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il s'était trop habitué à compter sur moi, sur mon aide, sur mes rappels. Peut-être que ma disparition était ce dont ils avaient besoin pour enfin grandir et prendre la responsabilité de leur propre vie. Vous vous en sortirez, dis-je avec une confiance que je ne ressentais pas. Vous êtes des personnes intelligentes et fortes. Vous pouvez résoudre vos propres problèmes. Mais pas aussi bien qu'avec ton aide. Hélène sourit faiblement. Tu as toujours su quoi faire, comment résoudre n'importe quel problème. Parce que j'ai plus d'expérience, souris-je en retour. Mais vous n'apprendrez jamais si je résous toujours tout pour vous. Théo s'approcha de notre table, tenant plusieurs livres dans ses mains. J'ai trouvé ce qu'il nous faut, dit-il en posant les livres sur la table. Mamie, tu reviens avec nous, s'il te plaît. Je regardai dans ses yeux suppliants et sentis mon cœur se briser. Comment pouvais-je lui refuser? Mais en même temps, je savais que je n'étais pas encore prête à rentrer. Pas aujourd'hui, mon chéri, dis-je doucement. Mais bientôt, je le promets. Mais pourquoi? Il y avait une telle déception dans sa voix que je voulais le serrer dans mes bras et ne jamais le lâcher. Tu nous as tellement manqué. Vous m'avez manqué aussi, dis-je en lui prenant la main. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me comprendre, pour comprendre quel genre de grand-mère je veux être pour vous. Mais tu es déjà la meilleure grand-mère du monde, s'exclama Théo. Je n'en ai pas besoin d'une autre. Je souris, sentant les larmes me monter aux yeux. Merci, mon chéri. C'est très gentil à entendre. Mais parfois, même les meilleures grand-mères ont besoin d'un peu de temps pour elles. Hélène posa sa main sur l'épaule de son fils. Mamie reviendra quand elle sera prête, dit-elle. En attendant, on peut venir ici lui rendre visite. Si ça ne dérange pas mamie. Elle me regarda d'un air interrogateur, et je hochai la tête. Bien sûr que ça ne me dérange pas. J'adorerais vous voir. Vous tous. Guillaume et les enfants, et Florence. Théo s'illumina. Tout le monde. Tout le monde, confirmai-je. Peut-être le week-end prochain. Lise ne sera pas contre. Super. Théo rayonnait. Je vais dire à tout le monde que je t'ai trouvé. Théo, pourquoi n'irais-tu pas faire enregistrer ces livres, suggéra Hélène. Je veux encore parler un peu à mamie. Théo hocha la tête et, ramassant les livres, se dirigea vers le bureau de la bibliothécaire. Hélène se tourna vers moi. Maman, je veux que tu saches que je regrette vraiment ce que j'ai dit. Je ne le pensais pas. J'étais contrariée, fatiguée, et j'ai juste explosé. C'était injuste envers toi. Je sais, ma chérie, dis-je en couvrant sa main de la mienne. Et je suis désolée, moi aussi. D'avoir été trop insistante, trop contrôlante. De ne pas avoir respecté tes limites, ton droit de prendre tes propres décisions. De ne pas avoir écouté. Tu as vraiment changé. Hélène me regarda avec surprise. Tu n'admettais jamais tes erreurs avant. Un mois d'auto-analyse et de conversation avec une amie sage peut faire des merveilles, souris-je. Mais ne t'attends pas à ce que je devienne une personne complètement différente. Je m'inquiéterai toujours pour vous. Je vous donnerai toujours des conseils. J'espère juste que j'apprendrai à le faire avec plus de tact. Et nous, on apprendra à te dire non plus respectueusement, sourit Hélène en retour. Sans cri ni accusation. Nous restâmes silencieuses un moment, appréciant simplement la compagnie de l'autre. Puis Hélène demanda, « Comment te plais-tu ici, à Valfleury ?» « J'aime beaucoup, répondis-je honnêtement. C'est une ville calme et confortable. Les gens sont amicaux et accueillants. La bibliothèque est un endroit intéressant où travailler. Les enfants sont si curieux et posent tant de questions. Le club de lecture, les cours d'informatique. Je me sens utile, nécessaire, et pas seulement en tant que mère ou grand-mère, mais juste en tant que Muriel. Pour nous, tu as toujours été juste maman, dit Hélène doucement. On ne t'a jamais vue comme juste Muriel, une femme avec ses propres intérêts, désirs, rêves. Parce que j'avais oublié que j'étais Muriel, pas seulement votre maman, souris-je. Après la mort de votre père, je me suis entièrement consacrée à vous.
J'ai renoncé à ma propre vie et je ne le regrette pas. Mais peut-être que maintenant que vous êtes grand, j'ai une chance de me souvenir de qui est Muriel Hodgson, en dehors de la mère de 3 enfants. Hélène hocha la tête, mais je vis quelque chose comme de la tristesse dans ses yeux. Peut-être qu'elle se sentait coupable que j'ai renoncé à ma vie pour eux. Ou avait-elle peur que maintenant que j'avais trouvé de nouveaux intérêts et de nouveaux amis, je m'éloigne d'eux? Je suis toujours ta mère, dis-je doucement, comme si je lisais ses pensées. Et je vous aimerai toujours plus que tout au monde. C'est juste que maintenant, je veux être plus qu'une mère. Je veux être une femme avec ses propres intérêts, ses propres amis, sa propre vie. Tu le mérites, Hélène me serra la main. Après tout ce que tu as fait pour nous, tu mérites d'être heureuse. Merci, ma chérie. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Ça signifie beaucoup pour moi. Théo revint avec les livres enregistrés dans ses mains. Tout est prêt, dit-il. Mamie, tu déjeunes au moins avec nous? S'il te plaît. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il me restait 1 heure de service, mais Marguerite me laisserait sûrement partir. Mon petit-fils et ma fille me manquaient tellement. Un déjeuner ne gâcherait pas mon plan d'introspection. D'accord, souris-je. Il faut juste que je prévienne mes collègues. Je me dirigeai vers Marguerite, lui expliquai la situation, et elle me laissa partir, disant que je pouvais prendre toute la journée. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle comprenait. Elle connaissait mon histoire, savait que je n'avais pas vu mes enfants depuis 1 mois. Nous choisîmes un petit café non loin de la bibliothèque. Théo parlait sans arrêt, me racontant l'école, le foot et ses amis. J'écoutais avec un sourire, posant des questions, mais ne donnant pas de conseils ni ne critiquant. C'était nouveau pour moi de simplement écouter sans essayer de contrôler ou de corriger. Hélène était plus silencieuse, nous regardant avec une étrange expression sur son visage. Quand Théo alla se laver les mains, elle se pencha vers moi et dit doucement « Tu as vraiment changé, maman. Tu lui aurais déjà dit 10 fois qu'il tenait mal sa fourchette, ou que son t-shirt n'allait pas avec son jean, ou qu'il devait plus travailler les maths. » Je souris, un peu gênée. Elle avait raison. Autrefois, je n'aurais pas manqué une occasion de critiquer, de donner des conseils ou de souligner des défauts. Maintenant, j'appréciais juste de passer du temps avec mon petit-fils, sans essayer de le changer ou de l'améliorer. J'apprends, dis-je. J'apprends à être une grand-mère, pas une surveillante. Ça te va bien, sourit Hélène. Et ça plaît à Théo. Il était toujours un peu tendu avec toi, attendant une critique ou une remarque. Maintenant, il est juste détendu. Ces paroles me blessèrent, mais je savais qu'elle avait raison. Avec mes critiques constantes et mes conseils non sollicités, j'avais créé une tension et une distance entre nous. Et maintenant que j'écoutais simplement, sans juger, sans critiquer, cette distance commençait à se réduire. Après le déjeuner, nous fîmes une promenade en ville. Je leur montrai la bibliothèque, le parc où j'aimais me promener, le café où se réunissait le club de lecture. Théo me tenait la main comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau. Hélène marchait à nos côtés, plus détendue qu'à notre première rencontre. « C'est vraiment beau ici, » dit-elle quand nous nous arrêtâmes dans le parc. « Je comprends pourquoi tu aimes cette ville. » « Oui, c'est paisible ici, » hochai-je la tête. « Mes Reims me manquent, ma maison me manque. Vous me manquez. Alors reviens. » Hélène me regarda dans les yeux. « On changera. Je te le promets. On respectera tes limites, ton besoin d'avoir ta propre vie. On ne prendra pas tes soins pour acquis. » Je souris, touchée par ces paroles. Mais une voix intérieure me disait qu'il n'était pas encore temps, que je devais rester ici à Val-Fleury un peu plus longtemps pour bien comprendre quel genre de mère et de grand-mère je voulais être, pour renforcer ma nouvelle compréhension, ma nouvelle approche des relations avec mes enfants. Bientôt, promis-je. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Hélène hocha la tête, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. D'accord, dit-elle. Mais sache qu'on t'attend. Tous. Quand ce fut l'heure de se dire au revoir, Théo me serra si fort que je pouvais à peine respirer. « Promets que tu reviendras, » murmura-t-il. « Promets, mamie. »« Je te le promets, mon chéri. » Je l'embrassai sur le sommet de la tête. « Très bientôt. » Hélène me serra plus sobrement, mais je la sentis trembler. « On viendra le week-end, » dit-elle. « Avec Guillaume, Florence, tous les enfants, si ça ne te dérange pas. J'adorerais. » Je souris. « Embrasse-les pour moi. » Je restai sur le trottoir, leur faisant signe jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au coin de la rue.
Puis je retournai lentement vers la maison de Lise, ressentant un étrange mélange de joie et de tristesse, de soulagement et d'anxiété. À la maison, Lise m'accueillit avec une tasse de thé et un regard interrogateur. « Alors ?» demanda-t-elle quand je m'assis dans le fauteuil. « Comment s'est passée la rencontre ?»« Bien, souris-je. Mieux que je ne l'espérais. Hélène a changé. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit et a dit qu'ils me manquaient tous et que la maison était vide sans moi. Et tu n'es pas rentrée avec eux ?» Lise haussa un sourcil. « Non. » Je secouai la tête. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour consolider ma nouvelle compréhension, ma nouvelle approche de ma relation avec mes enfants, pour ne pas retomber dans mes vieilles habitudes, contrôler, critiquer, imposer mes opinions. Lise hocha la tête. « Je comprends. Mais ne tarde pas trop. C'est ta famille et ils t'aiment. »« Je sais, » dis-je en prenant une gorgée de thé. « Ils viennent tous le week-end. Ça te va ?»« Bien sûr, » sourit Lise. « J'adorerais rencontrer ta famille. En plus, ma maison est assez grande pour tout le monde. » Je hochai la tête, imaginant mes enfants et petits-enfants remplissant la maison de leur voix, de leur rire, de leur énergie. Ce serait une réunion très différente de nos dîners de famille habituels à Reims. Ici, à Val-Fleury, en terrain neutre, il serait peut-être plus facile pour nous de commencer à construire de nouvelles relations, plus saines. « Merci, » dis-je sincèrement. « Pour tout. Pour m'avoir accueilli, pour tes conseils, pour ton soutien. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ce dernier mois. » Tu aurais trouvé ton chemin. Lise me serra la main. Tu es une femme forte, Muriel. Plus forte que tu ne le penses. Au cours des jours suivants, je réfléchis beaucoup à ma rencontre avec Hélène et Théo, à notre conversation, à mes sentiments. Ils me manquaient encore plus maintenant que je les avais vus, serrés dans mes bras et leur avais parlé. Mais en même temps, je sentais que ma décision de rester à Val-Fleury encore un moment était la bonne. Je devais finir ce que j'avais commencé, reconnaître pleinement mes erreurs, changer mon approche de la maternité et apprendre à être une mère qui soutient plutôt qu'elle ne contrôle. Le vendredi soir, j'appelai Hélène. La première fois que je composais son numéro depuis un mois. Elle répondit à la première sonnerie, comme si elle était assise là, le téléphone à la main, attendant mon appel. « Maman !» Il y avait tant d'espoir dans sa voix que mon cœur se serra. « Salut, ma chérie, » dis-je. « Je voulais juste m'assurer que vous comptiez toujours venir demain. »« Bien sûr. » Elle semblait presque offensée. « On sera tous là. Guillaume avec Chloé et les enfants, Florence, et moi avec Théo, bien sûr. »« Super. » Je souris, même si elle ne pouvait pas le voir. « Je vous préparerai le dîner. Lise dit qu'elle m'aidera à en faire assez pour tout le monde. »« Ça semble merveilleux. » La voix d'Hélène était si chaleureuse que je sentis les larmes me monter aux yeux. « On a tous hâte de te voir, surtout Florence. » Elle n'en revenait pas quand je lui ai dit que je t'avais trouvé. « J'ai hâte de vous voir tous aussi, » dis-je sincèrement. « Vous me manquez tous. » Après l'appel, je restai longtemps dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Demain, je verrai tous mes enfants et petits-enfants. Nous serions ensemble pour la première fois depuis un mois. Comment réagirait-il à mes changements? Comprendrait-il pourquoi j'étais partie? Pourquoi je n'avais pas répondu à leurs appels? Serions-nous capables de commencer à construire de nouvelles relations, plus saines? Le matin, Lise et moi commençâmes à cuisiner. J'insistais pour faire les plats préférés de chacun. Poulet rôti pour Hélène, lasagne pour Guillaume, salade végétarienne pour Florence, gâteau au chocolat pour Théo et biscuits au raisin pour Lucie et Hugo. Lise rit de mon enthousiasme, mais m'aida en tout. « Tu es nerveuse », dit-elle quand je vérifiai le poulet au four pour la 3e fois. « Ne le sois pas. Ce sont tes enfants. Ils t'aiment. »« Je sais, » soupirai-je. « C'est juste que, j'ai peur de ne pas pouvoir changer assez, de retomber dans mes vieilles habitudes, contrôler, critiquer, m'ingérer. »« Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, » dit Lise doucement. « C'est un processus, avec des erreurs et des retours aux anciens schémas de comportement. Il ne s'agit pas d'être parfaite dès le premier jour. Il s'agit d'être prête à travailler sur soi-même. » Je hochai la tête, sachant qu'elle avait raison. Je ne pouvais pas m'attendre à devenir une mère différente du jour au lendemain, ni à ce que mes enfants commencent à me traiter différemment tout de suite. Il faudrait du temps, de la patience et du travail de ma part et de la leur. À midi pile, la sonnette retentit. Je me précipitai pour ouvrir, sentant mon cœur battre à tout rompre. Ils étaient là, sur le pas de la porte. Mes enfants, mes petits-enfants.
Hélène avec Théo, Guillaume avec Chloé, Lucie et Hugo, Florence. Tous ensemble, tous là, tous pour moi. Mamie, crièrent Lucie et Hugo en se précipitant vers moi. Je les serrai dans mes bras, sentant les larmes couler sur mes joues. Mes trésors, murmurai-je. Comme vous m'avez manqué. Puis ce fut le tour de Guillaume. Mon fils me serra fort, virilement, mais je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Ne refais plus jamais ça, maman, dit-il d'une voix rauque. Jamais. Je suis désolé, mon chéri, je lui caressai la joue. Je ne voulais pas vous faire peur. Florence s'avança la dernière, comme si elle hésitait à s'approcher. Ma plus jeune fille, toujours si indépendante, avait l'air maintenant perdue et vulnérable. Maman, fut tout ce qu'elle dit avant de se jeter dans mes bras. Je la tins, la sentant trembler et sangloter doucement dans mon épaule. C'est bon, ma chérie, murmurai-je en lui caressant le dos. Je suis là. Je ne vais nulle part. Enfin, nous entrâmes tous dans la maison. Lise nous accueillit dans le salon, et je la présentai à ma famille. Voici Lise Fournier, ma vieille amie et sauveuse, dis-je. Lise, voici mes enfants, Hélène, Guillaume et Florence, et mes petits-enfants, Théo, Lucie et Hugo. Très heureuse de vous rencontrer, sourit Lise. Muriel m'a tant parlé de vous. J'espère que ce n'était pas que du mal, plaisanta Guillaume, mais il y avait une pointe de prudence dans sa voix. Que du bien, l'assura Lise. Elle est très fière de vous tous. Nous passâmes dans la cuisine où la table était mise. Les enfants admirèrent mes efforts culinaires, surtout le fait que j'avais préparé les plats préférés de chacun. Tu n'as pas oublié, dit Florence avec surprise en regardant la salade végétarienne. Je pensais que tu n'approuvais pas mon choix végétarien. Je n'approuvais pas beaucoup de tes choix, répondis-je honnêtement. Mais maintenant, je comprends que c'est ta vie et ton droit de choisir comment tu veux la vivre, même si je ne suis pas toujours d'accord avec tes décisions. Au début, la conversation à table était un peu maladroite. Les enfants ne savaient clairement pas comment se comporter avec cette nouvelle mère changée. Ils étaient habitués à mes conseils constants, à mes critiques et à mon ingérence. Mais maintenant, j'écoutais simplement, je posais des questions et n'essayais pas de contrôler ou de corriger. Tu as vraiment changé, maman, remarqua Florence alors que nous passions au dessert. Tu m'aurais déjà demandé 10 fois si j'avais un petit ami et proposé de m'arranger un rendez-vous avec un de tes collègues. Je souris, un peu gênée. J'apprends, dis-je. J'apprends à respecter ton espace personnel, tes décisions, même quand j'ai très envie de m'en mêler. Tu en as envie? Demanda Guillaume. Bien sûr, ris-je. Je suis toujours votre mère. Je m'inquiète toujours pour vous. Je veux toujours le meilleur pour vous. Mais maintenant, je comprends que ce que je pense être le meilleur n'est peut-être pas ce qui est le mieux pour vous. Les enfants échangèrent des regards, le même regard qui signifiait autrefois. Ça y est, elle recommence. Mais maintenant, il y avait de la surprise, de l'incrédulité et de l'espoir dans leurs yeux. Après le dîner, nous passâmes au salon. Les enfants commencèrent à me raconter comment ils s'étaient débrouillés sans moi ce mois-ci. Comment Hélène avait essayé de jongler entre le travail et les soins de Théo. Comment Guillaume avait oublié des dates importantes et des factures. Comment Florence avait eu du mal à prendre des décisions. On ne réalisait pas à quel point tu faisais pour nous, admit Guillaume. C'est seulement quand tu n'étais plus là qu'on a compris à quel point ton aide, tes rappels, ton soutien comptaient pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut revenir à la situation d'avant, ajouta rapidement Hélène. À l'époque où tu contrôlais chacun de nos mouvements et critiquais chacune de nos décisions. Je ne veux pas y retourner non plus, souris-je. Je veux être une mère qui aide quand on le lui demande, qui donne des conseils mais n'impose pas, qui soutient mais ne contrôle pas. Et nous, on veut être des enfants qui apprécient tes soins, dit Florence. Qui ne prennent pas ton aide pour acquise, qui peuvent dire non merci sans irritation ni ressentiment. Je hochai la tête, sentant mes yeux se remplir de larmes. Peut-être que nous pourrions vraiment construire une nouvelle relation, plus saine. Peut-être que ma disparition, malgré tout son drame, était ce dont nous avions tous besoin. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Demanda Théo, assis à côté de moi sur le canapé. Tu nous manques tellement. Je regardais mes enfants, leurs visages ouverts et pleins d'attente. Ils me manquaient vraiment. Ils voulaient vraiment que je revienne. Mais étais-je prête? Étais-je prête à changer mon comportement, mon approche de la maternité? Étais-je prête à respecter leurs limites, leur droit de prendre leurs propres décisions, même si je pensais que ces décisions étaient mauvaises? Bientôt, dis-je en serrant Théo dans mes bras. Très bientôt.
J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour finir quelques petites choses ici. Les enfants hochèrent la tête, bien que je puisse voir la déception dans leurs yeux. Ils avaient espéré que je rentrerais avec eux aujourd'hui. Mais je savais que je n'étais pas prête. J'avais besoin d'un peu plus de temps à Val-Fleury pour consolider ma nouvelle compréhension, ma nouvelle approche de ma relation avec mes enfants. Quand ce fut l'heure de se dire au revoir, tout le monde me serra dans ses bras comme si je partais à la guerre, pas seulement pour déménager dans la ville voisine. On viendra tous les week-ends, promit Hélène. Si ça ne te dérange pas. J'adorerais, souris-je. Et je promets de rentrer bientôt. Mais quand je le ferai, les choses seront différentes. Je serai une mère différente, une grand-mère différente. Nous aussi, on sera différents, dit Guillaume. Plus reconnaissant, plus respectueux, ajouta Florence. Plus compréhensif, termina Hélène. Je hochai la tête, sentant mon cœur déborder d'amour pour ces gens, mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des problèmes, des malentendus, des conflits, mais nous nous aimons, et c'est peut-être ce qui compte le plus. Je restai sur le porche, leur faisant signe jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au tournant. Puis je me tournai vers Lise, qui se tenait à côté de moi. Ils sont merveilleux, dit-elle. Tes enfants, tes petits-enfants. Tu peux être fier d'eux. Je suis fière, souris-je. Je l'ai toujours été. Je n'ai juste pas toujours été douée pour le montrer. Nous rentrâmes dans la maison et je commençai à débarrasser la table. Lise m'aida et nous travaillâmes dans un silence confortable. « Tu vas bientôt retourner auprès d'eux, n'est-ce pas » demanda-t-elle finalement. « Oui, hochai-je la tête. Bientôt. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu plus de temps ici à Val-Fleury pour bien réaliser quel genre de mère je veux être, pour renforcer ma nouvelle compréhension, ma nouvelle approche des relations avec les enfants. » Je comprends, sourit Lise. Et tu me manqueras quand tu partiras. Mais tu pourras toujours venir en visite, ou je viendrai chez toi. On ne doit pas perdre le contact comme la dernière fois. On ne le fera pas, promis-je. Ce mois m'a beaucoup appris, y compris à quel point il est important d'avoir sa propre vie, ses propres intérêts, ses propres amis en dehors de sa famille. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je pensais à aujourd'hui, à la rencontre avec les enfants, à notre conversation. Ils avaient changé au cours du dernier mois. Ils étaient devenus plus indépendants, plus responsables. Ils avaient appris à se débrouiller sans mon aide constante, sans mes rappels, sans mon soutien. Et c'était bien. Cela signifiait que je pouvais rentrer à la maison non pas comme une aide indispensable sans laquelle ils ne pouvaient pas fonctionner, mais comme une mère et une grand-mère aimantes dont la présence rendait leur vie meilleure, mais n'était pas une condition nécessaire à leur existence. Et j'avais changé, moi aussi. J'avais commencé à comprendre que mon inquiétude se transformait souvent en contrôle, que mes conseils étaient souvent envahissants, que mon aide était souvent non sollicitée. J'avais commencé à apprendre à écouter, à respecter les limites, à accepter les décisions des autres même si je les trouvais mauvaises. J'avais commencé à comprendre que l'amour ne signifie pas le contrôle, que prendre soin ne veut pas dire s'ingérer, que soutenir ne veut pas dire imposer sa volonté. Il y a un mois, Hélène m'avait dit des mots durs. Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre et te mêler de la vie des autres. À l'époque, ces mots m'avaient profondément blessée. Maintenant, je comprenais qu'il y avait une part de vérité en eux. Je me plaignais vraiment trop souvent et je me mêlais trop souvent de la vie des autres. Mais je comprenais aussi que derrière tout cela, il y avait de l'amour. Maladroitement exprimé, mais sincère et profond. Et peut-être que mes enfants le comprenaient aussi. Peut-être que c'est pour cela qu'ils me manquaient, s'inquiétaient pour moi, voulaient que je rentre à la maison. Je fermais les yeux, sentant un sentiment de paix m'envahir. Bientôt, je serai à la maison. Bientôt, nous commencerions à construire de nouvelles relations, plus saines. Bientôt, je deviendrai la mère et la grand-mère que j'avais toujours voulu être. Aimante, encourageante, respectueuse. Et peut-être que mes enfants deviendraient les enfants dont j'avais toujours été fière. Indépendants, responsables, reconnaissants.